Les grands artistes copient, les génies volent. C'est une citation qui est attribuée à Pablo Picasso, et souvent, elle est bien vue, elle est vue comme quelque chose de bon enfant, mais si t'as lu le titre de ce podcast, t'as peut-être eu un petit moment de recul, un petit mouvement de recul, excuse-moi, en le lisant, parce que tu t'es dit que c'était complètement amoral, que finalement, on n'avait pas à voler le travail des autres, et que c'était vraiment compliqué. Et c'est vrai qu'encore une fois, en lisant le titre de ce chapitre, je me suis dit, je vois pas comment je vais pouvoir être d'accord avec Robert Greene, je vois pas comment est-ce que je pourrais mettre de la morale là-dessus. Et pourtant, tu vas voir que j'ai trouvé plein de choses, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va voir d'abord pourquoi les plus talentueux sont rarement au sommet, et ensuite on verra aussi comment sortir du mode intello pour toi aussi avoir un vrai impact et pas laisser les connards te passer devant. Déjà, bienvenue dans Pouvoir et Influence, le podcast du dimanche à 10h30 qui te dévoile les plus grandes stratégies d'influence et surtout comment t'en servir pour devenir un entrepreneur plus impactant et aller au bout de tes ambitions en maîtrisant les dynamiques sociales. Dans ce 7e épisode, on va donc voir une loi qui est compliquée à traiter, notamment à cause de l'école française qui te dit que copier c'est pas bien, surtout les droits d'auteur faut les respecter, etc., etc. C'est des principes que je remets pas en question, mais tu vas voir dans ce podcast que finalement il y a plein de choses qu'on peut faire en allant au-delà de ça, qui sont morales, qui sont bien et qui vont te permettre d'avancer et qui vont te permettre d'avoir un impact supérieur. Et je pense qu'à l'école, tu t'es rendu compte, les personnes qui copiaient, c'était des personnes qui étaient mal vues. Et sauf qu'en fait, il y a deux choses. Il y a les gens qui copient bien et les gens qui copient pas bien. Dans les gens qui copient très bien aujourd'hui, t'as tous les humoristes. Il y a eu des scandales là-dessus d'ailleurs récemment avec des humoristes français qui copiaient les vannes des blagues des Américains. On verra comment faire ça. Il y a aussi les penseurs qui évidemment s'inspirent de tout ce qui a été fait avant, parce que évidemment, si on devait repartir de zéro à chaque fois, ce serait compliqué. Et puis t'as tous les grands auteurs, tous les grands conférenciers comme Tony Robbins copie un maximum de choses. Tu peux le voir, d'ailleurs il le fait très ouvertement, Tony Robbins, sur tous les travaux de Grindr et Bandler, je crois, qui sont les créateurs de la PNL, et lui s'inspire largement et ouvertement de tout ça. Donc on va commencer en deux parties. La première, ce sera comment monter sur les épaules des géants pour augmenter ta compétence réelle, et la deuxième partie, ce sera l'art de voler pour augmenter ta compétence perçue. Tout d'abord, je vais rapidement expliquer la différence entre compétences réelles et compétences perçues, parce que peut-être qu'il y aura quelques incompréhensions. La compétence réelle, c'est ta capacité intrinsèque à faire quelque chose. Donc par exemple, ta capacité à résoudre une équation de maths, ta capacité à résoudre le problème de ton client. La compétence perçue, c'est ce que les autres projettent sur toi. C'est-à-dire qu'ils pensent que tu es capable de résoudre cette équation, et derrière, c'est ta compétence réelle qui c'est peut-être vrai ou c'est peut-être pas vrai. Peut-être qu'on pense que t'es bon avec tes clients alors qu'en fait t'es mauvais. Alors je pense pas, mais tu vois, c'est un peu ce genre de truc. Et finalement, il y a toujours un peu une distance entre la compétence réelle et la compétence perçue. Et ce qu'on veut, c'est faire monter les deux au maximum, d'où les deux parties de ce podcast. Donc on rentre directement dans la première partie, comment monter sur les épaules des géants pour augmenter ta compétence réelle. Le tout premier point que je vais aborder avec toi, c'est qu'il faut éviter de réinventer la roue tout le temps. Ça, c'est un grand truc, notamment des débutants dans la création de contenu, c'est que il y a des maîtres de leur domaine, et puis ils se disent non, je vais pas du tout regarder ce qu'ils font, moi je vais faire complètement à ma sauce, complètement autrement. Le problème, c'est que le progrès humain est justement basé sur le fait de copier, sur le fait d'itérer, sur le fait d'avancer sur les bases que les autres ont fixées pour nous. Si on est passé de mec dans une caverne avec une torche, et encore il n'y avait pas le feu à l'époque, à ce qu'on a aujourd'hui, la capacité notamment de faire un podcast, de le diffuser, que tu puisses l'écouter, c'est que on a capitalisé sur ces expériences-là. Donc première chose, ne réinvente pas la roue, économise ton énergie. Le point suivant, c'est que évidemment, quand tu vas éviter de réinventer la roue, tu vas augmenter ton efficience et augmenter ta vitesse d'un facteur énorme. Si on prend juste un truc qui est très récent, c'est les entrepreneurs sur Internet. Avant, si tu voulais donner une formation en ligne, alors bon, déjà avant, Internet n'existait pas. Mais à partir du moment où ça existait, tu devais coder un site Internet, c'était compliqué, fallait créer des mots de passe, machin, c'était hyper complexe. Alors qu'aujourd'hui, t'as des plateformes qui sont là pour ça, tu rentres ton mot de passe, tu payes, 20 € par mois, et bim, t'as un truc professionnel que les plus grands centres de formation ne pouvaient même pas créer il y a quelques années. Donc je pense que tu vois que ça a un intérêt énorme d'utiliser ça. Et il y a un autre pendant à cela, c'est que aujourd'hui,
Le business en ligne, il y a des grands modèles qui marchent. Il y a des gens qui font des petites formations en ligne, il y a des gens qui font du coaching, il y a des gens qui font une énorme formation et qui essayent de la vendre toute l'année. Il y a ces grands modèles-là. Et si aujourd'hui tu te lances, moi, il y a que un truc que je peux te recommander, c'est de te mettre dans un de ces modèles-là pour commencer à avancer, commencer à tester. Parce que si toi-même, t'essayes de créer ton modèle de zéro en démarrant alors que tu connais rien, t'as toutes les chances de te planter, de prendre une grosse claque, de te démotiver et ensuite d'abandonner. Et le jour où tu abandonnes, c'est le jour où tu arrêtes d'avoir de l'impact. Donc c'est ça qu'on veut éviter à tout prix. Maintenant, je vais passer au point suivant, c'est de comprendre quelles sont les bases de ton domaine. Donc, dans le business en ligne, j'en ai parlé, il y a des grands business models à avoir. Et dans les business en dur, c'est pareil. Il y a des gens qui vendent du service, des gens qui vendent des produits, et à chaque fois, les business models sont pas les mêmes en fonction des clients, etc. Et ça peut être bon de t'inspirer des autres. Mais dans n'importe quel domaine, finalement, il y a des bases. Et ces bases, moi, je t'invite à commencer par là. Parce que pour développer une vraie compétence, une compétence durable, une compétence sur laquelle tu vas pouvoir t'appuyer pendant des années, il faut commencer par le début. C'est comme, je sais pas, une personne qui commencerait un art martial et qui veut tout de suite commencer par faire des saltos et des coups de pied dans les airs, etc. Sauf qu'en fait, ce dont elle ne se rend pas compte, c'est que pour parvenir à faire un coup de pied dans les airs, ce qui est extrêmement compliqué parce que déjà essaie de donner un coup de pied en l'air en restant équilibré. C'est déjà hyper dur. Alors t'imagines en sautant, enfin bref, c'est encore plus compliqué. Ce que la personne ne se rend pas compte, c'est que il y a avant ça plein de petites briques qui permettent de faire un escalier jusqu'à ce moment-là. Et toi, comme maintenant tu le sais, il faut en priorité, dans tous les domaines que tu démarres, savoir par où commencer. Et c'est pour ça qu'on a des profs, c'est pour ça qu'on a des coachs, c'est pour ça qu'on a des personnes qui nous accompagnent. Par exemple, j'ai commencé le Systema, c'est un art martial russe, c'est passionnant, j'adore ça, mais j'ai pas commencé tout seul, j'ai pas commencé avec des vidéos sur YouTube, je suis allé au club d'à côté, j'ai frappé à la porte, j'ai fait une séance d'essai, on m'a dit ok c'est bien, je me suis dit le prof, il gère bien et tout, ça a l'air bien, et ensuite j'y suis allé. Et cette personne-là, elle m'apprend les bases. Elle commence par m'apprendre qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est important, la respiration, la posture, l'équilibre, les mouvements des pieds, comment est-ce qu'on frappe, etc. Et si j'avais pas ce truc-là, je pourrais commencer n'importe comment. Je pourrais commencer par essayer de frapper je sais pas quoi, alors qu'en fait, il faudrait juste commencer déjà à savoir être debout sur mes pieds correctement. Je pourrais commencer à avoir tous les aspects extérieurs, de me dire, putain, le mec frappe vachement fort, sans me rendre compte que finalement, ce qui fait qu'il peut frapper vachement fort, c'est plein d'éléments à l'intérieur de sa posture, comment il est détendu, quel exercice il a fait auparavant, etc. Je pense que tu as compris le principe. Et ça s'applique donc bien sûr au sport, mais c'est pareil pour la musique. Quand tu commences un instrument de musique, en général, bon c'est de moins en moins vrai parce qu'il y a de plus en plus de trucs en ligne, etc. Mais si tu veux vraiment progresser, si tu veux aller loin, si tu veux regarder les mecs qui sont aujourd'hui des prodiges de la musique, ils ont commencé avec quelqu'un pour leur dire par où aller, par où est le bon chemin. Est-ce que tu joues bien, avoir un feedback. Et ça, c'est aussi ce que tu peux avoir dans le business avec un coach ou un mentor, une personne qui a fait les choses avant toi, une personne qui est là où toi tu voudrais être à l'avenir. Et qui du coup te dit, bah ok, regarde, moi, je suis là où tu veux être, voici les étapes que j'ai passées. Et voici du coup ce que je te propose de faire pour y aller, et certainement même encore plus vite que moi. Et ce qui est très amusant, c'est qu'il y a une limite franche, mais vraiment très 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 franche, entre les personnes qui ont suivi ces étapes basiques, et les personnes qui ne l'ont pas suivi. Je sais pas à quel point tu connais le marché de la formation en ligne, c'est un marché que je connais très bien, ça fait plus de 3 ans que je suis dedans. Et dedans, il y a un peu 2 catégories de personnes. Il y a les coachs qui viennent tous des mêmes formateurs, et donc qui ont appris les principes de base, qui marchent bien, etc. Et puis, il y a les sous-produits de sous-produits, donc les mecs qui ont été coachés par des coachs de coachs de coachs de coachs, et qui n'ont pas de résultat. Et ça, je pense que c'est une distinction que tu peux aussi constater dans ton marché si tu as cette expérience-là. Et dans la gestion du temps, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que tu as des personnes qui ont compris quels étaient les principes, qu'est-ce qu'il fallait vraiment saisir pour rendre une personne efficace, et puis tu as les personnes qui sont encore là, un peu comme des gamins, en train de jouer avec des petits outils qui servent à rien. Et c'est exactement, je pense, l'intérêt de Robert Greene, et c'est pour ça que je fais tous ces podcasts. C'est parce que lui a saisi les principes derrière la nature humaine, et ça nous permet, nous, de progresser, d'avancer, sans être dans des petites techniques du genre, lève le menton, mets-toi les épaules droites, et puis tout va bien se passer, tu vas avoir confiance. Parce qu'on sait bien que les jeux de pouvoir, ça ne se joue pas à ce niveau-là, ça se joue à un niveau plus profond. Maintenant, il y a une situation qui peut être assez compliquée, c'est quand tu n'as pas d'accès direct aux personnes desquelles tu veux t'inspirer.
À ce moment-là, on peut pas vraiment utiliser la technique dont je te parlais tout de suite, qui est de demander à une personne expérimentée quelles sont les bases du domaine, quelles sont les premières choses que je dois apprendre. Et là, la solution, j'allais dire, elle est toute simple, mais c'est pas vraiment vrai. Elle est simple en apparence, mais assez complexe dans sa mise en pratique. C'est la modélisation. La modélisation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu prends une personne, tu regardes précisément quels sont les éléments de ses comportements qui font que ça marche, et tu répliques ça en t'entraînant spécifiquement là-dessus. Et aujourd'hui, il y a plein de manières de faire ça. Premièrement, les gens qui ont du succès, qui ont fait plein de choses dans leur vie, en général, ont écrit des livres, ou alors il y a des gens qui ont fait leur biographie. Ensuite, souvent, elles peuvent être interviewées. Les interviews, c'est des moments où les personnes se lâchent, où les personnes se détendent, où elles peuvent se livrer un petit peu plus que dans un livre qu'elles ont pu écrire, par exemple. Et du coup, c'est un bon moyen d'avoir des infos supplémentaires sur comment la personne travaille, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qui fait qu'elle réussit. Ensuite, évidemment, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'auteurs qui ont aussi un blog. C'est le cas, par exemple, de Ryan Holiday, de Seth Godin, tous des icônes là du marketing. Ils ont un blog sur lequel ils écrivent tous les jours. Alors, faut pas forcément relire tout ce qu'ils ont écrit depuis le début, mais au moins, tu sais que là, si tu le fais, tu vas avoir une très bonne idée de comment cette personne pense, et c'est peut-être une bonne manière de faire. Mais attention. Attention, parce que, à l'époque, il y a 30, 40 ans, si tu voulais modéliser quelqu'un, c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations, mais d'un autre côté, comme il n'y avait pas beaucoup d'informations, tu n'avais pas moyen de te disperser dans tous les sens. Et aujourd'hui, vu tout ce que tu peux apprendre sur une personne en particulier, il est important de savoir sélectionner l'information que tu vas utiliser et d'en faire la synthèse. Pour ça, quand tu modélises une personne, il y a une étape indispensable avant même de commencer, c'est d'avoir un objectif précis. Cet objectif précis, il signifie que tu sais exactement ce que tu veux retirer de cette personne. Parce que si tu veux modéliser une personne en entier, c'est fini pour toi. Il y a tellement d'informations que tu vas te perdre. Et surtout, si tu essayes d'appliquer les routines d'une personne sur l'ensemble de ta vie, ça va être très compliqué parce que ça fera trop de changements d'un coup. Donc concentre-toi sur les domaines un par un et ensuite, mets en place 2 choses. La première, c'est la discipline de tester. Ce que je vois trop souvent, c'est des gens qui me disent « Ouais Lucien, j'ai testé telle méthode d'efficience et ça marche pas. » Et après je leur demande « Comment t'as testé ?» Ils m'expliquent comment ils ont testé et je me rends compte que finalement, ils n'ont pas vraiment testé. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait les efforts nécessaires pour que ça puisse leur donner un résultat. Donc si de base, tu fais un test un peu en mode flemme, un peu en mode « Bon, je pense vraiment pas que ça va marcher, je vais tester 2 minutes et puis on verra ensuite », là, forcément, ton test ne va pas marcher, donc n'essaye même pas de le faire. Aie une discipline. Dis-toi que pendant 3 mois, tu vas faire ça tous les matins et tu vas regarder ce qui va se passer. Et c'est comme ça que tu auras des résultats. C'est pas en papillonnant à droite à gauche et en faisant semblant de tester des choses. Parce que faire semblant, ça marche à l'extérieur. Faire semblant, ça marche pour les autres personnes qui sont autour de toi, qui sont peut-être aussi un peu dans la mouise. Mais ça marche pas pour ta compétence réelle. Ça marche pas pour te développer et ça fera pas illusion auprès des personnes qui sont déjà expérimentées. Ensuite, le second point là-dessus, c'est qu'il faut que tu aies de la lucidité. Est-ce que l'outil que je suis en train de copier est adapté à moi ? Ça, c'est quelque chose qui est trop peu dit dans le monde de la formation, tout simplement parce que on a envie de vendre le plus possible. Donc le formateur qui crée un blog, par exemple, il va dire « Oui, les blogs, c'est génial pour tout le monde. Venez, on va créer tous des blogs et ça va être trop bien. » Sauf qu'en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des gens qui sont à l'aise pour écrire, des gens qui sont à l'aise pour faire de la vidéo, des gens qui aiment s'exprimer devant un public, des gens qui veulent rester anonymes. Et finalement, c'est autant de critères, et encore je pourrais t'en donner bien d'autres, qui font que certaines techniques sont adaptées à toi et d'autres non. Et c'est pour ça qu'il faut se concentrer sur les principes avant de se concentrer sur les techniques, et qu'il faut que tu sois lucide sur le truc de te dire « Ok, ce mentor est un endroit qui me semble plaisant, mais suis-je prêt à prendre la même route que lui ? Suis-je prêt à faire le même type d'effort ? Suis-je adapté ? Est-ce que mes particularités, est-ce que mes capacités sont adaptées à la technique que cette personne utilise ? Et si c'est pas le cas, tu risques de t'entêter pendant longtemps, de ne pas avoir les résultats escomptés et finalement abandonner. Dans la fin de cette partie, on va toucher à des outils qui peuvent te servir à la fois à augmenter ta compétence réelle, mais aussi à augmenter ta compétence perçue. Ça fera une sorte de douce transition vers la seconde partie. Première chose, tu dois aller où personne ne va pour savoir ce que personne ne sait. Ça, c'est extrêmement simple de le comprendre. Si tu vas chercher les informations là où personne n'ose aller dans ton domaine, forcément, tu ne diras pas la même chose que tout le monde. Tu ne seras pas l'énième personne qui parle de ce sujet comme tout le monde. Il
Il y a quelque chose qu'on peut facilement utiliser, c'est le passé. Par exemple, si tu lis Platon, si tu suis des cours sur Platon, eh ben tu vas te rendre compte qu'il y a énormément de concepts de développement personnel qui sont déjà expliqués par Platon. Sauf que Platon, évidemment, il n'explique pas comme le nouveau gourou de développement personnel à la mode. Il explique d'une manière plus philosophique, d'une manière plus profonde. Il va vraiment au fond des idées. Et finalement, personne n'a aujourd'hui la discipline de le lire. Ou alors tellement peu de gens. Et du coup, toi, si tu te dis que oui, tu vas aller plus loin, que oui, tu vas aller chercher là où personne ne va chercher, forcément, ça va te différencier. Forcément, tu vas être un cran plus loin au niveau de la réflexion. Ça ne veut pas dire que tu vas être obligé de saouler tout le monde avec ça. Par exemple, en efficience, je vais reprendre cet exemple parce que c'est celui que je connais, c'est mon expertise aujourd'hui. Je connais plein de choses et plein d'études scientifiques sur les choses dont je parle. Parce que pour moi, c'est un peu mon rôle. C'est mon rôle d'aller plus loin. C'est mon rôle de vérifier que les choses marchent vraiment scientifiquement. Mais je vais pas bassiner les gens avec ça toute la journée. Le mec qui veut gagner du temps, il veut gagner du temps. Il veut pas apprendre toute la théorie du monde sur comment on fait pour gagner du temps, pour se libérer l'esprit, etc. Il veut le résultat. Moi, ensuite, à mon compte, je peux savoir pourquoi ça marche. Mais lui, il en a rien à faire. Il veut juste que ça marche. Et donc ça va pas forcément se transmettre directement dans ton message. Mais quand tu vas discuter, quand tu vas te faire interviewer, quand tu vas devoir t'exprimer devant un public, le fait d'avoir cette profondeur supplémentaire, ça va se voir, ça va se sentir. Les gens vont se dire, je sens qu'il est à l'aise avec son sujet. Je sens que si je lui pose une question, il va avoir une réponse bien plus profonde. Je sais pas si ça a été ton cas à l'école, mais moi à l'école, j'ai eu des profs qui étaient des puits de connaissances. C'est le genre de prof qui te dit des choses hyper intéressantes parce qu'évidemment, il est passionné par son métier. Et puis quand tu lui poses une question, mais t'as une réponse extraordinaire. Et puis de l'autre côté, t'as les autres profs, les profs qui sont pas passionnés par ce qu'ils disent. Et ces profs-là, qu'est-ce qui fait la différence? C'est que quand tu leur poses une question, ou bien ils esquivent le fait de répondre, ou bien juste tu te rends compte qu'ils sont bloqués, qu'ils ne savent pas plus que le cours, que finalement on t'aurait mis un manuel avec un singe qui lit le manuel, ça aurait été la même chose. Et ça, c'est ce que tu veux surtout pas être. Parce que pour un prof, payé par l'éducation nationale, impossible de virer, ça peut passer. Mais pour un entrepreneur, pour une personne qui veut créer de l'impact, jamais, jamais, jamais. Personne ne te suivra si t'es comme ça. Donc il faut aussi aller dans la compétence réelle et pour ça, pourquoi pas lire des choses anciennes ou alors même t'inspirer d'autres domaines. Peut-être que si t'es dans le marketing, tu vas pas lire uniquement des bouquins de marketing. Tu vas lire des bouquins de psychologie, tu vas lire des romans historiques, tu vas lire des biographies et là-dedans, tu auras peut-être des idées. Tu verras que, je sais pas, Schwarzenegger dans sa biographie, il t'explique un peu ce qu'il a fait, ses business, etc. Et tu diras, tiens, mais ça me donne une idée, ça me fait connecter. Et ça, le fait que ton cerveau soit vraiment connecté à plein de points, plein d'expertises que t'as, et puisse ensuite les rassembler, faire des liens avec tout ce que t'as dans ton quotidien, c'est ça qui fera de toi un expert, c'est ça qui fera de toi une personne écoutée et inspirante. Il y a un autre phénomène qui est au-delà de copier le passé, c'est de copier tes contemporains. Mais attention, il faut pas que ça se voie. Et aujourd'hui, notamment en France, il y a un concept très intéressant qui est de copier les Américains. Dans toutes les chaînes de podcast en France, dans tous les business qu'il y a en France, un peu partout, il y a des trucs, c'est des copies conformes des Américains. Par exemple, si tu veux créer un podcast qui a du succès aujourd'hui, je pense qu'un bon podcast à faire, c'est comment créer un podcast qui a du succès. Parce que promouvoir un podcast, c'est pas évident. D'ailleurs, c'est pour ça que je te demande toujours de mettre des évaluations iTunes. Donc, si c'est le moment pour toi, n'hésite pas à le faire, ça fera plaisir et ça fera augmenter le podcast et ça le fera connaître à d'autres personnes. Mais ça, c'est quelque chose qui est difficile et il y a des podcasts en anglais qui en parlent. Le problème, c'est que les Français ne parlent pas anglais. Et du coup, si tu piques des idées aux Anglais, jamais personne ne s'en rendra compte. Aujourd'hui, en France, il y a des business en ligne, c'est des copies conformes des business américains, sauf que personne ne s'en rend compte. Sauf ceux qui parlent anglais, évidemment. Et donc ça te donne deux informations. La première, c'est que il faut parler anglais. Et la deuxième, c'est que tu peux utiliser les idées des autres pour ton business à toi. Tu peux te dire, tiens, ce que fait cet Américain, c'est hyper intéressant, je vais lui donner un nom, et paf, je vais l'utiliser. Ça va plutôt augmenter ta compétence perçue que ta compétence réelle, mais ça marche très bien. Et tu peux même encore aller un cran plus loin. Tu peux aller un cran plus loin en copiant des gens qui parlent exactement de la même chose que toi. Et exactement dans la même langue, exactement sur le même marché. Mais là, par contre, attention, il va falloir être un petit peu plus subtil pour que le subterfuge ne se voit pas trop. Et puis ensuite, je dis subterfuge, mais c'est un petit peu pour créer la polémique, parce que finalement, il y a des outils qui marchent,
Et du coup, tout le monde les utilise, ce qui est très normal. Par exemple, en efficience, une personne qui me parle de faire sa vision, etc., même si un de mes concurrents parle de ça, moi je trouve ça bien, parce que c'est une des bases. Et donc, tout le monde parle des bases, c'est évident. Sauf que si tu veux pas être dans la masse, si tu veux pas être celui qui parle des bases un peu comme tout le monde, et puis qui est un peu emmerdé par ce truc-là, il faut que tu crées ta marque, il faut que tu rebrandes les choses. Et ça, Brendon Burchard, tu peux regarder, c'est un Américain, fait ça à merveille. Il a écrit un livre qui s'appelle High Performance Habits, donc les habitudes de la haute performance. Ce livre est très bon, et il est extraordinaire en fait, parce que quand tu le lis, c'est que des outils qu'on voit un peu partout, que des outils qui sont hyper répandus, un tout petit peu adaptés, et avec un nom complètement différent, qui rentre parfaitement dans le branding de Brendon Burchard. Et ça, c'est un coup de génie, parce que finalement, c'est pas uniquement un côté marketing, parce qu'évidemment du côté marketing c'est positif, parce que les gens se disent putain ce mec a inventé des tonnes de méthodes, alors qu'en fait non, il a pas du tout inventé des tonnes de méthodes, il a surtout bien pompé un peu partout. Mais c'est normal, on prend ce que nos profs nous donnent, et c'est ce qu'il faut. Mais le truc qui est positif, c'est que quand tu fais ça, les gens s'engagent, les gens se disent oui, j'ai testé plein de choses avant, mais ça je l'ai pas testé parce que ça c'est unique. Et quand tu fais ça, tu donnes aux gens une chance supplémentaire de réussir, une chance de se dire mais oui, je suis dans cet écosystème, je parle de ces outils, de créer une communauté. Et ça, si tu réussis à créer ça, ce qui n'est pas très compliqué, même si créer une image de marque cohérente c'est compliqué, tous les podcasts dont on parle, que je te fais, c'est ça. Mais rebrander des outils, donc c'est-à-dire réapposer un nouveau nom sur des outils, les faire d'une manière un petit peu différente qui parle plus, c'est aussi une excellente manière de prendre des outils qui marchent, de les prendre à ta sauce et d'augmenter ta compétence perçue, parce que simplement, quand tu donnes un nom à quelque chose, c'est que ça t'appartient. Quand tu donnes ton nom à ton chat, c'est que c'est ton chat. Si tu donnes pas le nom à un chat de gouttière. Et c'est ça qui fait la différence. Deux dernières choses avant de passer à la seconde partie. La première chose, c'est l'art du vol ou de la coopération. Tu vas voir que aujourd'hui, il y a des gens qui déploient des efforts énormes et qui finalement n'ont pas forcément les résultats escomptés. Là-dessus, je peux évidemment te parler des youtubeurs. Les youtubeurs, entre guillemets, classiques, prennent une énergie folle pour créer des vidéos, pour créer de l'humour, pour créer des choses qui sont sympathiques, extraordinaires, qui regroupent des millions de personnes. Sauf qu'il y a un truc dont on les a pas prévenus avant, c'est que ça rapporte pas. C'est que la publicité YouTube, moi je peux te le dire, j'ai quelques abonnés, je fais des vidéos, ça rapporte peanuts. Il faut vraiment avoir des millions et des millions d'abonnés pour que ça te rapporte quelque chose. Et du coup, ces personnes-là sont forcément un petit peu désespérées. Et c'est là que les marques arrivent, que les marques proposent à ces créateurs, bon, t'as mis tant d'énergie à faire ça, t'as tant d'audience, et moi, je vais mettre mes produits sur tes vidéos, on va se sponsoriser. Et ce côté sponsoring, c'est finalement aussi une manière de monter sur les épaules des géants. C'est-à-dire que la marque qui n'a aucune visibilité, qui n'a pas de médias particuliers, elle va utiliser le youtubeur pour justement se promouvoir, aller de l'avant et mettre ses produits devant les gens. Et ça, finalement, c'est une manière de voler, entre guillemets, parce qu'évidemment, c'est un partenariat commercial, donc c'est pas ce qu'on pourrait vraiment appeler du vol, mais c'est de prendre le travail d'une personne pour justement te propulser. C'est finalement, le mec, il a construit un tabouret, toi, tu veux grimper au-dessus du mur, tu prends son tabouret, tu grimpes au-dessus du mur. C'est une démarche intéressante, intelligente et qui va te permettre d'aller plus vite. Le dernier point dont j'ai envie de te parler, je vais pas m'étendre dessus parce que je suis pas du tout un expert là-dedans, c'est que finalement, il y a un truc à savoir, c'est que tu ne peux pas être expert de tout, et donc tu as besoin aussi de t'entourer. Ça veut dire que, par exemple, tu as besoin d'une équipe, peut-être que pour monter le podcast, tu prends une personne spécifique qui va le faire bien mieux que toi, peut-être que pour créer tes vidéos, tu vas embaucher quelqu'un, peut-être que pour telle et telle tâche dans lesquelles t'es pas expert, tu peux utiliser les talents des autres. Et ça, c'est un truc qu'on oublie un peu trop souvent, mais si tu veux bâtir un empire, quelque chose de grand, tu auras besoin des compétences des autres parce que les tiennes ne suffiront jamais. Maintenant, on rentre dans une partie plus sombre, mais pourtant indispensable pour augmenter ton pouvoir, c'est comment voler pour augmenter ton expertise perçue. Là, je vais commencer par faire une pause. Parce qu'il y a des gens qui vont aller pleurnicher et me dire « Ah non, c'est pas bien, machin, blabla », et j'aimerais bien qu'ils ferment bien leur gueule, et du coup, on va passer par 2 points indispensables. Le premier, c'est que si tu as une compétence réelle qui est au-dessus de ta compétence perçue, c'est dommage pour toi, tu y perds au change parce que les gens ne te voient pas comme l'expert que tu es, donc tu ne seras jamais payé à la hauteur, tu ne seras jamais reconnu à la hauteur, tu ne pourras jamais te donner ton avis et avoir un impact à la hauteur de ce que tu mérites. Et donc c'est important de savoir gérer son expertise perçue, tout aussi important que gérer son expertise réelle.
Ensuite, le deuxième point pour dépasser cette bien-pensance pleurnicharde, c'est qu'on peut tout à fait aborder le problème d'une autre manière et montrer que finalement, si t'es pas d'accord avec ça, il y a peut-être d'autres choses dans ta vie que t'as faites qui montrent que t'es un peu hypocrite. Je pense que si t'as fait HEC, t'es fier de le dire. T'es fier de dire j'ai fait HEC ou t'es fier de dire j'ai fait telle ou telle école parce qu'en fait qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire j'ai appris auprès des meilleurs que moi pour aller plus vite. Exactement ce dont on parlait dans la première partie. Et puis ensuite, quand on t'embauche, quand tu as de la réussite, quand tu crées ta start-up, etc., tu vas jamais donner le crédit à HEC, tu vas dire bah oui, j'ai été bon, franchement j'ai réussi mes études, ensuite j'ai eu un bon taf, etc. Mais tu vas pas dire ouais bah en fait c'était juste parce que j'étais allé à HEC, tu vois, je suis rentré, c'était un peu l'arnaque le concours, j'ai réussi à l'avoir. Et puis ensuite bah voilà, vu que avec le nom de l'école sur mon CV, franchement je pouvais pas rater, les gens ils m'ont pris sans même me faire d'entretien et du coup j'ai été pris comme ça. Mais voilà, c'est vraiment pas de mon ressort. Je suis sûr que t'as jamais rencontré une personne qui s'attribue pas les mérites de la manière dont je t'ai parlé. Les gens disent oui, bah j'ai réussi, c'est de mon fait. Et finalement, ils font exactement ce dont on va parler dans cette partie, c'est-à-dire s'attribuer les mérites. Et il y a même des sociologues comme Bourdieu qui expliquent que les études c'est justement uniquement pour légitimer la supériorité des élites. Et ça, de quoi il parle Bourdieu ? Il parle de l'augmentation de la valeur perçue. Parce que quand tu as fait 5 ans d'études, quand tu es allé dans la meilleure école, les gens te perçoivent comme quelqu'un de bien meilleur. Alors qu'on sait qu'il y a des gros cons partout. Des gros cons à HEC, des gros cons qui font pas d'études. Les deux, il y en a, mais c'est juste que ça te donne une image supérieure. Je pense qu'on peut refermer cette parenthèse et entrer de plein pied dans cette deuxième partie, qu'on va aussi traiter en deux parties. Tu vois, j'essaie d'être un peu structuré. La première, ça va être comment s'approprier le travail des autres, et ensuite on verra comment gagner en pouvoir en ayant une meilleure réputation que la concurrence. Donc, commençons par comment s'approprier le travail des autres. Le premier principe, c'est le principe de l'action remarquable. C'est un principe qui s'applique que tu sois employé, que tu sois entrepreneur dans tous les domaines. Je vais commencer par l'exemple de l'employé, puis on passera ensuite par un exemple plus entrepreneurial si ça te concerne plus. Il y a deux types d'employés. Il y a les gens qui, il y en a même plus, mais je vais simplifier rapidement là pour pas qu'on dure une plombe. Il y a les gens qui font leur travail comme on leur dit, et puis il y a les gens qui sont stratégiques dans la réalisation de leur travail. Si tu veux avoir plus de détails là-dessus, tu peux aller écouter une interview que j'ai réalisée sur le podcast Riche de temps. C'est le podcast qui interviewe Mike de Dragueur de Paris. C'est un mec qui est coach en séduction et qui est aussi dans une entreprise. Et il nous explique que finalement, lui, sa stratégie dans l'entreprise pour avoir des promotions tout en travaillant sur son business, qui est gros d'ailleurs à côté, mais justement, du coup, il a pas tant de temps que ça pour bosser, il peut pas faire tant d'heures, il peut pas faire plus d'heures que tout le monde parce qu'il a ses autres passions et il a pas envie de les abandonner. C'est qu'il s'est mis à faire uniquement des choses qui se voient. C'est-à-dire qu'il se met sur les projets, donc il sait que ça va les mettre à la bonne de son chef. Il a des actions qui sont stratégiques pour justement lui permettre de faire des actions qui vont lui permettre d'augmenter son pouvoir. Tu juges ça comme tu veux. Par contre, c'est une stratégie qui est hyper intelligente pour te permettre de te propulser, et peut-être que ça peut te faire comprendre qu'il y a des gens qui sont peut-être moins bons que toi, mais qui progressent plus vite que toi. Peut-être qu'ils ont simplement des meilleures stratégies, et à ce moment-là, à toi de prendre ces stratégies et de les utiliser à ton compte. La deuxième manière d'appliquer le principe de l'action remarquable, et notamment si tu es entrepreneur, c'est de ne jamais faire ce que les autres peuvent faire à ta place, de ne jamais faire ce que quelqu'un d'autre dans le monde peut faire, si on va plus loin. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas agir, tu vas être différent. Par exemple, je sais pas, si t'es un excellent monteur vidéo comme Andreas M, H-E-M, dont on a parlé dans le dernier épisode du podcast, tu vas différencier tes vidéos en faisant des montages de folie que personne d'autre sur YouTube ne peut faire. Si t'es un excellent narrateur, tu vas faire un podcast qui raconte des histoires. Si tu es un excellent intervieweur, tu vas justement mettre ça à profit et tu seras meilleur que tout le monde. Par exemple, Oprah Winfrey, elle doit être excellente en interview. J'ai jamais vraiment regardé ce qu'elle fait, mais elle est ultra connue. Avant, c'était pour elle un honneur de recevoir ses invités. Maintenant, c'est un honneur pour ses invités de se faire recevoir. Tu peux un peu voir le niveau de pouvoir qu'elle a gagné. L'autre point là-dessus, c'est évidemment la délégation. On l'a déjà un petit peu abordé dans la dernière partie en disant qu'il fallait s'entourer, et c'est encore une fois ça l'idée. C'est-à-dire que si tu te mets à travailler sur ce qui a le plus de valeur, sur ce sur quoi tu es le meilleur, tu es excellent, tu es exceptionnel, forcément les gens vont être impressionnés. Alors que pour prendre un exemple très simple, si je fais un montage vidéo, personne ne sera impressionné. Par contre, si je parle de gestion du temps, que je sors un peu les études scientifiques et tout ça, il y a beaucoup plus de chances pour que les gens se disent « Waouh, il y a quelque chose ». Le deuxième point que j'ai abordé, c'est plutôt un point de vigilance.
Et c'est un point que j'adresse particulièrement aux jeunes loups ambitieux qui se voient déjà pousser des ailes en écoutant cet épisode. Le truc sur lequel il faut absolument faire attention, c'est que tu ne peux pas exploiter les autres impunément. Il faut déjà que tu aies énormément de pouvoir pour le faire. Par exemple, on connaît tous des grandes personnalités comme Donald Trump par exemple, qui ont écrit des livres. Et on sait tous qu'ils n'ont pas écrit le livre. C'est un nègre qui l'a fait pour eux. Et ça, tu peux te le permettre uniquement quand t'es à ce niveau de popularité-là. Parce que le mec qui a écrit le livre de Donald Trump, bah bon, finalement, même s'il en parle, ce sera pas grave. On va pas en vouloir à Donald Trump de pas avoir écrit son livre, on va se dire, ouais, bah c'est bon, il est assez occupé. Et finalement, le principe que nous donne Robert Greene pour voler le travail des autres, c'est de voler toujours le travail de ceux qui sont en dessous, et de laisser le crédit de ton travail à ceux qui sont au-dessus. Et finalement, ça rejoint aussi le principe de ne jamais dépasser ton maître, qu'on a vu dans le tout premier épisode de ce podcast. Et finalement, je pense qu'il y a aussi un autre point de vigilance pour toi, c'est que partager les lauriers, ça peut être utile, ça peut être stratégique, ça peut te permettre d'avoir une bonne réputation et finalement d'augmenter ton pouvoir. Donc faut faire attention, et comme toujours dans ces lois, je te le répète à chaque fois tellement c'est important, c'est la nuance qui fera la différence. Si t'es un gros bourrin qui applique chacun de ces épisodes de podcast à la lettre sans réfléchir, tu seras vu comme un gros guignol, un gros débile qui ne sait pas comment agir. Donc toujours, prends les choses avec finesse, c'est indispensable, sinon tu vas avoir un retour de bâton immédiat. Le troisième point, qui est tout à fait dans la lignée de ceci, c'est que si tu peux voler des choses aux autres, les autres peuvent aussi te voler des trucs. Ça va un peu dans les deux sens. Et du coup, il faut savoir te protéger des vautours. Ça, je pense que c'est particulièrement important si tu as une entreprise ou si tu es un entrepreneur, et je vais te donner quelques outils, quelques moyens de le faire, quelques idées, mais ensuite évidemment à toi de développer tes propres outils. La première chose, c'est de savoir ce qui se copie ou ce qui ne se copie pas. On connaît tous des gens qui semblent avoir une sorte de don naturel, une sorte de qualité intrinsèque qu'ils ont peut-être depuis leur naissance, et ça c'est typiquement les choses qui ne se copient pas. Par exemple, le fait d'être extrêmement intéressé, de lire des études scientifiques, etc., c'est un truc qui ne se copie pas. Personne ne peut se forcer à faire ça tellement c'est chiant en fait si t'aimes pas. Et donc c'est des trucs desquels tu peux parler, parce que finalement même si t'en parles, les gens ne pourront pas te rattraper là-dessus. Si moi je dis oui bah en fait moi la raison pour laquelle je réussis avec mon blog sur la gestion du temps, c'est parce que je lis des études scientifiques et je permets à mes coachés de les appliquer en réalité et pas simplement de rester à un niveau théorique. Ça, très bien, mais je veux dire, personne ne peut me copier là-dessus. Personne ne peut faire la même chose que moi s'il n'aime pas, parce que ça va tout simplement le décourager. Ensuite, au niveau de tes données. Tu le sais comme moi, quand tu es entrepreneur, tu rencontres d'autres entrepreneurs. Et à chaque fois, c'est un peu... il y en a certains en tout cas qui sont dans le concours de chiffres. Ouais, j'ai tant d'abonnés sur YouTube, ouais, blablabla. Bla. Toi, ce que tu dois absolument savoir, c'est quelles sont les données stratégiques, quelles sont les données non stratégiques. Et toutes les données non stratégiques, tu vas pouvoir en parler sans trop en dire. Parce que du coup, tu vas pouvoir un peu faire comme si tu étais tout à fait ouvert et comme si tu en parlais à tout le monde. Sauf que les vrais trucs, les vraies données que toi tu ne veux pas partager, tu vas pouvoir les conserver. Mais par contre, évidemment, si tu te mures dans un silence qui est un petit peu froid et les gens vont commencer à te soupçonner. C'est ce qu'on a vu dans l'épisode, dites-en toujours moins que nécessaire. Il faut en dire moins que nécessaire, mais sans pour autant paraître manipulateur ou passer pour une personne qui n'est pas fiable. Donc il faut que tu sois clair sur quelles sont les choses que tu dois cacher, quelles sont les choses que tu peux montrer. Et je pense que je vais faire une petite aparté sur ce côté vautour, c'est qu'il y a aussi un autre domaine dans lequel il y a des vautours, c'est au niveau de ton temps. Il y a toujours des gens, quand tu commences à avoir un petit peu de popularité, une petite audience, qui veulent de ton temps, qui veulent t'envoyer des messages, qui veulent te parler, qui veulent te poser 36 000 questions. Et ça, c'est anti-productif. Parce que quand tu baisses ta productivité, tu baisses ta réputation. Parce que les gens se disent, ouais, bon, finalement, il avance pas si vite que ça. Et pour ça, tu dois être dictateur de ton temps. C'est un concept dont je parle très souvent. C'est que c'est toi qui décides. C'est toi qui décides en fonction de tes intérêts. Et c'est pas parce qu'une personne a l'impression que tu lui dois quelque chose que c'est vrai. Il y a une histoire qui m'avait particulièrement parlé il y a quelques temps. C'est Justin Bieber qui a fait un peu un burn-out des gens qui venaient faire des selfies avec lui. En gros, je pense que le mec il sort, il met un orteil dans la rue, c'est terminé, il y a 15 paparazzi, des gens qui le suivent partout, etc. Et ça doit être extrêmement pesant. Et pendant tout un moment, du coup, il a arrêté de prendre des selfies avec ses fans. Je sais pas si c'est encore le cas ou pas, je le suis pas, mais j'ai juste entendu cette histoire. Et en fait, à un moment, il y a un fan qui lui a dit « Ouais, mais attends Justin, j'ai acheté ton album. » Et ce qu'il lui a répondu est particulièrement instructif. Il lui a dit « Ouais, t'as acheté mon album, et tu l'as eu, mon album. Mais le fait que je prenne un selfie avec toi, c'est pas compris là-dedans. » Et ça, dans ton rôle de personne publique, dans ton rôle d'entreprise, c'est pareil.
Tu ne dois rien à personne. Tu ne dois rien à tes prospects, tu ne dois rien à tes clients, à part bien sûr leur délivrer le service. Mais c'est pas parce qu'on t'a acheté un album que tu dois ensuite devenir une serpillière. Et ça, Justin Bieber l'a bien compris, mais je pense que toi aussi, ça peut être utile. Mais t'inquiète pas, on va continuer un tout petit peu avec l'efficience pour la deuxième partie de cette deuxième partie, qui est de comment avoir une réputation qui surpasse la concurrence. Le fait d'avoir une efficacité hors du commun, le fait d'être présent partout, le fait qu'on voit que tu es là, que tu as de l'énergie et que tu es prêt, je vais pas dire à te battre, mais tu vois que t'es tout le temps chaud au taquet, c'est un truc qui va te servir, c'est un truc qui va permettre aux gens d'être impressionnés par toi et qui va justement permettre du coup d'augmenter ta réputation ou alors ce qu'on pourrait dire ta compétence perçue. Pour ça, l'efficience, c'est extrêmement important. Parce que plus tu peux en faire dans ta journée, plus ton aura va augmenter. Plus on va se dire, mais la vache, comment est-ce qu'il fait pour faire tout ça ? Il doit avoir le feu sacré, il doit avoir quelque chose qui lui permet de faire tout ça. Et t'es intriguant, et je pense que le mystère, on en a déjà parlé suffisamment pour que tu saches à quel point c'est important pour créer justement, pour gagner en pouvoir. Je vais pas te donner un cours d'efficience maintenant parce que j'écris déjà tous les jours dessus sur mon blog, donc si ça t'intéresse, tu vas sur richedetemps.fr et tu trouveras ton bonheur. Mais je pense que tu dois savoir quelles sont tes priorités, savoir créer des procédures pour ce que tu fais tout le temps et savoir choisir les 1% des choses qui te donneront 99% des résultats. Parce que ça, c'est un des problèmes des gens aujourd'hui que je constate tous les jours dans mon coaching, que ce soit des entrepreneurs, des personnes qui veulent simplement avoir un projet à côté, des personnes qui veulent simplement être une bonne personne pour leur famille. C'est qu'en général, on fait 36 000 choses sans vraiment se poser de questions, ce qui fait qu'on fait plein d'actions qui nous apportent pas tant que ça. Et ça, tu dois faire la chasse à ces choses-là, non seulement pour ton bonheur perso, mais aussi pour avoir la réputation de quelqu'un d'efficient, de quelqu'un d'efficace, de quelqu'un qui a une productivité impressionnante. Une autre manière d'avoir une réputation qui surpasse la concurrence, c'est finalement l'opposition entre la personne qui vulgarise la science et le chercheur lui-même. Je pense que tu connais des chaînes YouTube de vulgarisation scientifique, il y a même des blogs là-dessus, je pense notamment à Y penser et d'autres. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que ces personnes-là ne sont en général pas scientifiques. Pourtant, elles ont énormément plus de pouvoir que les scientifiques même qu'ils peuvent citer dans leurs vidéos. Parce que finalement, en s'appuyant sur le travail des personnes, des scientifiques qui ont vraiment trouvé la réponse, ils finissent par créer une audience et par avoir le pouvoir. Et ça se traduit par quoi ? Ça se traduit par, au bout d'un moment, avoir le droit de vie ou de mort sur des projets. Et ça, je te l'ai déjà dit dans les épisodes précédents, t'as beau être le meilleur, si tu n'as pas d'exposition, tu ne comptes pas, parce que les gens ne savent même pas que t'existes. Et ça, justement, les vulgarisateurs scientifiques, je trouve, ont cette particularité-là. Parce que eux, ils ne trouvent pas les choses, mais par contre, s'ils augmentent leur audience à un point énorme, ils peuvent avoir droit de vie ou de mort sur des projets scientifiques. On pourrait se dire que c'est des personnes qui, comme les grands laboratoires de recherche, comme les grandes revues scientifiques, ont un pouvoir parce que peut-être qu'ils pourraient gagner plus d'argent, financer des gens, etc. Et donc finalement, ce qui est rigolo, c'est que la personne qui n'a rien créé, qui a juste expliqué, capte beaucoup plus de valeur que celle qui a fait un travail qui est prétendument plus difficile, mais finalement bien moins bon pour le pouvoir. Avant de conclure cet épisode, je veux te donner quelque chose, un outil qui me paraît particulièrement puissant et que j'utilise personnellement. Je t'en avais déjà parlé dans l'épisode « Dissimule tes intentions » qui est, je sais pas, le combientième. Et cette manière de faire est extrêmement intéressante pour dépasser tes concurrents. Ce qu'il faut, c'est voir ce que disent tes concurrents, voir sur quoi ils se basent et d'aller un cran plus loin. Si aujourd'hui tu es un acteur assez petit de ton marché, le fait de simplement développer ton expertise de zéro pour rejoindre les grands experts, les grands gourous de ta thématique, ça va être compliqué. Parce que tu vas devoir creuser dans toutes les directions, tu vas devoir prendre des années d'expérience, tu vas devoir vraiment te contorsionner dans tous les sens pour apprendre, emmagasiner un maximum de connaissances. Et malgré tous ces efforts, tu paraîtras toujours moins expert que la personne qui est en face de toi, tout simplement parce qu'elle a plus d'expérience, plus de preuves sociales, parce qu'elle te dit « Ouais, moi j'ai coaché Mark Zuckerberg » et voilà, toi t'es dans la merde quand on te dit ça. Une manière de pouvoir dépasser un concurrent énorme, un concurrent qui a beaucoup plus de crédibilité que toi, c'est de prendre les arguments que lui expose et d'aller spécifiquement sur ces arguments-là plus loin. Ça veut dire que si par exemple une personne parle de sommeil, un des experts de ta thématique parle de sommeil, de combien de temps faut dormir, de les cycles circadiens, etc., etc. Toi, tu vas plonger encore plus profond que lui sur le sommeil et tu vas faire des contenus encore meilleurs que les siens en allant plus loin dans les études scientifiques, en allant, je sais pas, dans un laboratoire de recherche, faire toi-même des expériences, etc. Et là, en étant meilleur sur ce point-là particulier, tu vas pouvoir ressortir et dire oui, bon, lui, ce qu'il a dit,
C'est pas mal, mais moi je suis allé encore plus loin. Je suis pas tout à fait d'accord parce que là-dessus, il y a une approximation. Et tu vois, en fait, quand tu te mets dans cette posture-là, cette posture de l'expert encore plus haut que l'expert que toi tu veux dépasser, forcément, les gens sont impressionnés. Parce que si tu es meilleur que la personne qui les impressionne déjà, tu dois être encore plus impressionnant. Pour conclure cet épisode, je t'invite vraiment à monter sur les épaules des géants. Que ce soit pour augmenter ta compétence intrinsèque en ne réinventant pas la roue et en te basant sur des connaissances solides, ou que ce soit pour augmenter ta compétence perçue en te propulsant sur tes adversaires, c'est fondamental et ça va te permettre d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Maintenant, ce que je t'invite à faire, c'est partager cet épisode à un ami qui fait du travail de qualité et qui devrait développer son influence pour le promouvoir. Ensuite, note le podcast 5 étoiles avec un commentaire pour dire ce que tu as aimé si tu veux continuer à écouter Pouvoir Influence chaque semaine. Je sais que c'est pénible, iTunes, franchement, je sais pas comment ils ont fait pour faire un truc aussi chiant pour les recommandations, mais je t'invite à le faire, ça va vraiment nous permettre de continuer à nous développer et de continuer à avoir de nouvelles personnes et d'augmenter notre pouvoir et notre influence. Et pour ne rien louper de la suite de ta formation continue en pouvoir en influence, abonne-toi au mail que j'envoie chaque semaine pour t'annoncer l'épisode de la semaine sur pouvoir-influence.fr. Prends soin de toi, bye.